Bonjour à tous, il s'appelle Frédéric Daillot, c'est un papa meurtri et engagé. Il se présente aux élections municipales de 2026. On doit être au service des autres. Ça n'est absolument pas le cas. Moi, je vais vous dire ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, nous le recevons hors débat de campagne, hors discours politique, en toute intimité. Moi, quand on était petit, on était 4 enfants, ma mère était au RSA, on allait au restaurant du cœur chercher à manger et j'en connais la valeur vraiment. C'est pas normal qu'on prenne pas soin de nos enfants sont l'avenir de demain. On doit s'occuper de nos enfants. Et la rigueur que je mets dans mon travail, je me la mets à moi. Bonjour Frédéric, bienvenue sur la chaîne Les Non-Dits. Pouvez-vous vous présenter ? Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est une très belle chose de pouvoir proposer ce type de support. Moi, je m'appelle Frédéric Daillot, je suis sénois, je suis papa. Et du coup, il y a quelques années, en fait, j'avais un désaccord. J'ai décidé de m'engager dans les élections municipales de la Seine-sur-Mer, donc en mars 2026. Et du coup, nous portons une liste sans étiquette, une liste citoyenne. Est-ce que vous êtes né à la Seine ? Non, je ne suis pas né à la Seine. Ça fait 16 ans que la Seine-sur-Mer est ma ville de cœur, ma ville d'adoption. Moi, je suis né à Ajaccio. J'ai, après, dans mon enfance, parcouru un petit peu les diverses régions de France. Et je suis revenu il y a environ 16 ans à la Seine-sur-Mer pour m'installer, parce que mon choix était fait et j'avais décidé que mon implantation finale serait ici. Donc, je suis ici et je ne repars plus. Et qu'est-ce qui vous a décidé de venir ici ? En fait, vous savez, moi, en ayant un petit peu voyagé dans différentes régions, je viens de Corse, donc je suis attaché aux couleurs méditerranéennes. J'ai été un petit peu en Bretagne, en région parisienne, j'ai été à l'étranger et en fait, les éléments, la nature, tout ce qui m'attirait, en fait, je retrouve à la Seine-sur-Mer. Moi, quand je me promène sur notre littoral, je trouve que c'est merveilleux. Quand je me promène dans notre centre-ville, je trouve qu'il est coloré, qu'il est fleuri. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour la Seine-sur-Mer. Et du coup, j'ai décidé, il y a 16 ans, j'ai dit à mon ancienne femme, on va aller s'installer et puis ce sera ici. À un moment, il faut prendre les rênes de sa vie et voilà. Moi, je voulais vivre dans le sud. On va partir sur votre enfance. Vous avez grandi dans quel environnement ? Alors moi, je suis fils d'un papa militaire, donc je suis né à Ajaccio. Mon papa était dans la marine nationale, ma maman bretonne. À mes 7 ans, mes parents divorcent. Et du coup, mon papa, sa carrière en prenant le dessus sur le rythme quotidien, je suis parti vivre en Bretagne avec ma maman et j'ai quasiment pas vu mon père durant mon enfance parce qu'il était toujours en mission. On s'est retrouvés plus sur le tard. On s'est retrouvés quand j'avais une quarantaine d'années. Ça lui a permis de développer une belle relation avec ses petits-enfants. C'est pas forcément la relation que j'ai eue père-fils, mais après, vous savez, suivant les générations, et puis peut-être particulièrement en Corse, mais il y a une espèce de pudeur qui s'installe où le mot « je t'aime » est difficile à sortir, ce que moi, j'ai du mal à comprendre, puisque moi, j'arrose facilement mes enfants de « je t'aime », et peut-être même un peu trop, mais à la génération de mon papa, je pense qu'il y avait une espèce de pudeur et de retenue. Donc j'ai grandi comme ça. Après, j'ai passé tous mes étés de toute mon enfance, parce que je vous dis, j'ai quasiment pas vu, mais je passais les vacances d'été en Corse quand même. Et j'ai grandi comme ça à côté de mon papa. Je me suis construit sur des valeurs. Ma maman, pas énormément de ressources financières, donc je connais le prix et la qualité de l'aspect social de notre société et la chance d'en bénéficier. Moi, quand on était petit, on était 4 enfants, ma mère était au RSA, on allait au restaurant du cœur chercher à manger et j'en connais la valeur vraiment. Ah oui. Et en me construisant, la scolarité, parce qu'on vit dans une société qui permet de monter en compétences et qui permet à tout le monde de le faire, la scolarité, le travail. Et du coup, j'ai découvert aussi le poids et l'importance de la méritocratie, enfin de la possibilité de s'envoler par le travail. Et j'ai construit ma carrière comme ça. Et le petit Frédéric, c'était un garnement, c'était un enfant rebelle, c'était quel style hein ? Le petit Frédéric, c'était un enfant sage, studieux, timide, rêveur. Un enfant rêveur. Quand j'étais petit, je passais énormément de temps seul, à imaginer, à construire, à rêver, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent quand on était petit, 2 épingles à linge et on crée un monde. Je suis ce type d'enfant. Pas turbulent, plutôt calme, à faire attention. À faire attention aux autres, prudent. à être dans l'empathie envers les autres et à être prudent pour ne pas avoir un positionnement inadapté. Au niveau de vos passions, je sais que vous êtes très sportif, que
que vous êtes aussi plongeur. J'essaye, plongeur, oui, tout à fait. Plongeur, vous courez, vous marchez, et vous êtes pompier volontaire quand même. Oui, alors, au cours de ma jeunesse, de ma vie, vous savez, on vous demande souvent quand vous arrivez à la phase collège, lycée, on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie. Moi, j'avais cette notion paternelle de me dire, je regardais dans la direction du ministère des Armées, mais sans trop de certitude, sans trop de vocation définie. J'ai commencé à travailler, j'ai construit ma vie, et j'ai eu une période où je me suis retrouvé à Limoges. Je suis allé habiter pendant 4 ans à Limoges, et à cette période, quand je suis arrivé à Limoges, le SDIS 87, donc le service départemental d'incendie et de secours du département 87, qui gère les pompiers départementaux, ouvrait une vague de recrutement aux sapeurs-pompiers volontaires. C'était dans les années 2000, je crois. 2000. Et du coup, ils avaient mis un article dans le journal pour dire le CSP, le centre de secours principal de Limoges, recrute des pompiers volontaires. Et moi, plus par questionnement, et puis je me suis dit, tiens, pourquoi j'essaierais pas ? C'est sportif, c'est pas l'armée encore, parce que je n'étais pas encore parti dans... Je regardais vers l'armée, mais je n'étais pas encore parti dans l'idée de m'engager, et je me suis dit, allez, je vais tenter. J'ai postulé, j'ai été reçu, je suis rentré sapeur-pompier volontaire après une phase de formation, en fait. J'ai fait mes premières interventions et je me suis dit, c'est ça. Allez, go. C'est ça. En fait, aller à des endroits où la nature humaine vous force à vous extraire, quand tout le monde part, vous arrivez, vous cumulez en fait l'assistance et le secours à personne, vous êtes dans la bienveillance, vous allez là où les autres veulent pas aller. En fait, en termes d'adrénaline, en termes d'empathie, en termes d'accompagnement, je me suis dit, mais pompier, c'est ça qu'il faut que je fasse. En fait, allier l'adrénaline, un travail et une utilité publique. Et du coup, coup de cœur, ce jour-là à Limoges, à la caserne principale de Limoges. Et après, un engagement après 3 ans sapeur-pompier volontaire à Limoges, je me dis, c'est une évidence pour moi, je veux être sapeur-pompier. Et dans mon esprit, en fait, je me dis, dans le monde des pompiers, les sapeurs-pompiers de Paris, c'est une référence. Même au niveau international, ils sont reconnus. Et je me dis, si je fais pompier, je vais faire pompier de Paris. Parce que je me suis dit, si c'est ça que je veux faire, je vais aller chercher... Le top. Alors, là, je dis le top, mais parce que c'était avec mon cœur de jeune homme. Maintenant, je ne voudrais pas préjuger le sapeur-pompier du fin fond de la Creuse est aussi vaillant et courageux et méritant que le sapeur-pompier de Paris. Je ne voudrais pas instaurer un classement, c'est juste que moi, à cette époque, je me suis dit, pour moi, c'était là qu'il fallait que j'aille. Donc là, on s'est retrouvé quand même avec un prémisse, avec votre carrière future dans l'armée. Parce qu'il y a quand même ce don de soi, cet engagement pour aider les autres. Alors, du coup, cette volonté de s'engager dans l'armée, mais plus pour le côté militaire, vous voyez, un peu soldat fantassin, mais sans forcément la vocation de tenir les armes ou de partir au combat. Vous voyez, moi c'était plus l'armée dans l'effort, le dépassement de soi que dans la guerre. Et du coup, sapeur-pompier de Paris, c'est le ministère des Armées, c'est l'armée de terre. Donc en fait, ça conciliait ce que je demandais en termes d'exigence, mais sans aller sur un côté offensif ou conflictuel. Ça veut dire, en fait, je pouvais tout cumuler en étant au service des autres. Vous voyez, c'est très dur à aligner les planètes quand on a des désirs et des rêves. Et là, en fait, ce chemin me permettait de tout cumuler. Je pouvais me mettre dans la difficulté, je pouvais m'engager pour me dépasser, et au bénéfice des autres en plus. Alors, quoi de mieux ? Tout s'est réuni et ça a été de merveilleux moments, durs, éprouvants, puisque, vous savez, quand vous rentrez dans le métier de pompier, en fait, vous êtes confronté à la violence. Moi, souvent, on me dit, pompier, le sang, la mort, mais c'est pas forcément ce qui est le plus choquant, en fait. Et c'est ce qui rejoint tout le parcours. C'est ce qui reste le plus, par exemple, moi, ça fait 25 ans bientôt que je suis pompier. Ce qui reste le plus dans la tête, c'est pas forcément ce qui est sanglant. Ce qui reste le plus dans la tête, des fois, c'est la misère sociale. C'est l'abandon. C'est la détresse. C'est les visages marqués, mais sans blessure.
c'est ce point, en fait. Et souvent, les gens oublient, les gens se disent pompier. Pompier, c'est aller éteindre des feux. Ouais. Mais c'est pas la majorité de nos interventions. Mais pompier, c'est aussi aller relever un monsieur à 4h du matin qui, parce qu'à cause de la prostate, a dû se lever pour aller faire pipi, mais il a perdu l'équilibre. Et là, sa femme n'est pas en mesure de le relever et on nous appelle à l'aide pour le relever, pour le remettre au lit. Vous voyez, c'est ça aussi, pompier. Mais c'est pas ce qui ressort devant, mais c'est la vraie vie. Votre carrière professionnelle vous a permis de voyager. Oui. Déjà voyager parce qu'envie de découvrir, envie de découvrir d'autres cultures, d'autres façons de raisonner. Après, sur la partie pompier de Paris, moi, je suis rentré pompier de Paris en compagnie d'incendie, donc pompier lambda. Chez les pompiers de Paris, il y a 2 unités que je considère comme un petit peu au-dessus. Enfin, un petit peu au-dessus. Un petit plus, une corde qu'on rajoute à l'arc. Il y a le grimpe, tout ce qui est 3D. L'aérien, et il y a les plongeurs. Moi, plongeur de mon enfance, parce qu'à 9 ans, je plongeais en Corse avec mon père, et je me suis dirigé vers les plongeurs. Et chez les plongeurs, après, il y a les spécialistes en plongée spéléo. Alors, ça fait joli comme ça, mais la plongée spéléo à Paris, c'est principalement pour aller chercher des corps dans les égouts. Mais du coup, je me suis spécialisé dans la plongée spéléo, et ça m'a permis un petit peu de rencontrer d'autres gens et de partir sur des voyages ou pour sortir de ce contexte égout et plongée, vous voyez, pour aussi garder la partie plaisir et la partie calme et poisson. J'ai eu l'occasion de voyager. Chez les pompiers de Paris, je me suis spécialisé après en nucléaire, radiologique, biologique, chimique, ce qui m'a permis d'aller travailler au centre spatial à Kourou, en Guyane française. Étant en Guyane française, on a profité pour aller au Suriname, pour aller au Brésil, pour aller un petit peu à côté. Et puis la passion de découvrir les autres et de découvrir d'autres cultures. On a beaucoup voyagé avant d'avoir des enfants. On a essayé. Donc vous avez eu votre carrière professionnelle dans l'armée, bien sûr. Donc là, vous êtes à la retraite. Alors, pompier de Paris, 11 années. Carrière militaire de 21 ans. Donc pendant 11 ans, j'étais pompier de Paris. Et moi, en fait, j'habitais ici. Et je faisais les allers-retours. Ça veut dire tous les 72 heures, je prenais le TGV. J'allais à Paris, je faisais mes 72 heures de garde à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et une fois fini, en fait, je revenais ici, chez moi, à retrouver ma famille. Mmh. Au bout d'un moment, en fait, dans l'organisation avec les enfants, ça devenait compliqué, ça devenait contraignant. Donc, je me suis dit que j'allais mettre un terme à ma carrière de pompier de Paris. Parce que c'était plus gérable de faire les allers-retours. Et que je ne concevais pas de faire ma vie ailleurs qu'ici et remonter vivre à Paris. C'était pas possible. Donc, du coup, j'ai engagé une reconversion professionnelle à 11 ans de service. J'ai passé 2 concours d'infirmier, en me disant je vais rentrer en école d'infirmier et puis ça reste dans la continuité du métier de pompier avec plus de prérogatives, donc encore mieux. J'ai réussi mes concours à la Garde et à Olioul, à la Croix-Rouge et à l'IFSI. Et du coup, j'allais partir, j'allais quitter l'armée et on m'a demandé d'aller rencontrer un colonel à l'école de plongée à Saint-Mandrier. Ce colonel, c'était le chef des plongeurs de combat du génie. Donc, c'est les plongeurs de combat, mais de l'armée de terre. Et ils ont une spécificité, en fait, c'est qu'en intrusion, ils passent par les égouts. Passer par les égouts, moi, c'est ce que je savais très bien faire à Paris. Parce que j'allais chercher les gens dans les égouts quand ils y étaient. Et du coup, quand ce monsieur a appris que j'étais un pompier de Paris qualifié et que j'allais quitter l'armée, il m'a reçu, on a eu un entretien. Au début, je ne savais pas pourquoi je venais. On a eu un entretien et coup à coup, il m'a proposé combien de salaire je vous donne mieux, combien de ça je vous donne mieux, combien de ça je vous donne mieux. Et tout, on me donne mieux à côté de chez moi, donc à 5 km de chez moi. Donc j'ai laissé mon concours d'infirmier. J'ai fait un report de 2 fois 1 an parce qu'on peut faire des reports, des concours, 2 fois 1 an maximum. Et du coup, j'ai signé en qualité d'instructeur à l'école de plongée pour l'armée de terre, avec la spécificité de développer et de structurer les formations de plongée en égout. Donc, et là, j'ai passé 9 ans instructeur à l'école de plongée à Saint-Mandrier, ce qui était confortable pour moi parce que je partais en vélo au travail et ça m'a beaucoup changé la vie. Aujourd'hui, vous faites quoi ? Depuis 3 ans, j'ai fini ma carrière militaire, donc je suis retraité de l'armée. J'ai eu un agrément qui m'a permis de rentrer dans la fonction publique. Aujourd'hui, je suis conseiller santé-sécurité à la préfecture du Var, ministère de l'Intérieur, fonction publique d'État. Donc ça reste dans une continuité. Je m'occupe aussi de la sécurité incendie du site de la préfecture. Et
mon regard reste tourné vers les autres. Moi, je suis en charge de la santé et de la sécurité des agents de l'État qui travaillent à la préfecture du Var. Comment décrivez-vous votre façon de travailler, votre assiduité ou votre m'en-foutisme? Alors, m'en-foutisme, quand on parle des gens, on peut pas mettre le mot m'en-foutisme, puisque derrière, il y a de l'humain. Et pour le coup, ma vie est faite d'attention vers les autres. Comment je définirais ma carrière, ma situation actuellement? Dans votre manière de travailler. Ma manière de travailler, elle est souple, attentive et à l'écoute. Je la définirais comme ça. En fait, je pourrais vous dire que je mets de la rigueur. Mais la rigueur que je mets dans mon travail, je me la mets à moi. Je pardonne facilement la faute aux autres. Je peux, dans la concertation, chercher à rattraper, à arranger, à arrondir, à faire en sorte que ça fonctionne. Je me pardonne plus difficilement à moi. Donc à moi, je m'impose beaucoup. Aux autres, même si au fond de moi, je veux que ça fonctionne. Mais je suis plus dans l'accompagnement et l'écoute. Comment vous considèrent vos collaborateurs dans le travail? Pour l'anecdote... mes collègues avec qui je travaille maintenant, et on s'entend très bien, on sort des fois, on va manger ensemble, m'ont dit au tout début, quand on t'a vu arriver au tout début, on a dit celui-là, il va nous embêter, ou pour rester poli, mais a priori l'image que j'ai dégagée, c'est que j'allais être rigide et que j'allais tout fouiller. Vous savez... Dans plein de fonctionnements, dans plein d'administrations, en fait, il y a des désordres. Il y a des choses, en fait, qui semblent évidentes, mais soit par manque de temps, soit par je m'en foutisme, soit parce que les gens n'ont pas la compétence ou l'envie de l'avoir. Il y a plein de petites choses qui pourraient bien fonctionner et qui ne fonctionnent pas à cause de ça. Et des fois, on veut révolutionner des choses, mais ça demande pas toujours de déplacer des montagnes, en fait. Ça demande juste de faire un petit peu attention. Quand vous avez des registres et que sur les registres, il faut marquer des choses, quand il se passe quelque chose, on le marque sur le registre. Ça me semble pas très compliqué. Du coup, quand les gens s'en fichent, il faut leur rappeler. Mais si vous leur rappelez un petit peu dans l'autorité, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut essayer de faire comprendre. Parce que si c'est marqué dans le registre, c'est parce que demain, s'il se passe autre chose, en fait, moi, j'ai besoin de cette traçabilité. C'est pas pour t'embêter, c'est pas pour dire qu'il faut et je t'impose. C'est pour te dire... On fait ça parce que ça. Et en fait, quand on arrive, c'est pour ça que je vous parlais d'accompagnement tout à l'heure, quand on arrive à amener les gens avec soi, plutôt que leur dire c'est moi qui dis et on va par là, et vous avez toujours des gens qui vont venir ou qui vont traîner un peu les pieds, si on arrive à faire un seul noyau et à se dire regardez, on discute tous ensemble, l'objectif final il est là-bas. Pour arriver là-bas, il faut passer par ça, par ça, par ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Peut-être on n'est pas d'accord, mais si on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui n'est pas cohérent? Comment tu veux faire? Et en fait, on harmonise. Et moi, dans ma démarche professionnelle aujourd'hui, c'est l'écoute, parce que l'écoute amène le groupe. Et le groupe fonctionne. On va toujours plus... Ça, c'est des choses de l'armée, mais on va toujours plus loin à plusieurs que tout seul. Comment se comporte dans son quotidien le papa Frédéric? Le papa Frédéric, c'est un cœur tendre. J'ai commencé tout à l'heure en vous parlant de ma relation avec mon papa, qui était très... Vous savez, très masculine, très, très dans la pudeur. Moi, je suis l'opposé de mon papa. Mes enfants sont mes priorités et chaque événement ou chaque situation qui concerne mes enfants devient essentiellement ma priorité. Et quel âge? Alors du coup, on l'a un peu évoqué. Moi, j'ai 3 enfants. Donc, il y a le petit dernier, Noah, qui a 8 mois. Et comment se comporte mon quotidien avec Noah? Les nuits sont difficiles parce que le début de la collectivité, et puis il crée son immunité, donc les nuits sont un peu compliquées. J'ai ma fille Emma qui a 9 ans, oui, qui est studieuse, qui est un amour, et j'ai dans mon cœur, mais plus dans mes bras, mon fils Théo qui aurait eu 16 ans le 11 avril et qui est décédé malheureusement il y a 4 ans. D'un coup, d'un seul, le dimanche, on est au stade de foot, on fait un tournoi, le dimanche soir il a mal à la tête, le lundi soir on est à Sainte-Mus, le lundi soir on est transféré à la Timone et 6 mois après j'ai perdu mon fils. On l'a accompagné du mieux qu'on a pu, on a essayé d'écarter et de le préserver le plus possible pour qu'il souffre le moins possible et qu'il soit en paix. Après, il faut se reconstruire et du coup, quand on a besoin de se reconstruire, il y a la question... Un enfer. Et
Et j'ai toujours dit, et j'ai dit aux gens autour de moi, j'ai dit un enfer, et on a le droit de dire qu'on n'est pas capable. Parce que c'est un tel bouleversement qu'on a le droit de ne pas être assez fort. Et moi, pendant une phase, vous voyez, ça fait quelques jours, là, ça fait 4 ans, il y a quelques jours. Moi, il y a eu une phase où je me suis demandé quel était mon avenir. Et là, il y a des gens m'ont dit, mais tu peux pas, t'as ta fille. J'avais pas mon petit noix encore, mais on m'a dit, tu peux pas avoir des idées sombres, t'as ta fille. Mais bien sûr qu'on peut avoir des idées sombres. On a le droit de pas être assez fort. Ça n'est pas une obligation d'être fort. On fait comme on peut. Et du coup, dans cette phase, en fait, moi, j'ai eu un moment de doute sur mon avenir. Et il y a eu environ 1 mois de flottement où j'étais un peu perdu, un peu dans le trouble. Et au bout d'1 mois, en fait, j'ai tranché et j'ai dit vivre et pas survivre. Ça fait soit j'arrête ou soit je marche. Au bout d'1 mois, j'ai tranché. C'était pas arrêté, c'était pas mon chemin. C'est celui de certaines personnes, c'était pas le mien. Mais je me suis refusé à survivre. Ça fait, je ne traîne pas par terre, je me lamente pas. C'est mon poids. Aujourd'hui, vous voyez, on parle de ma situation, mais des situations comme ça, malheureusement, il y a énormément de gens qui le vivent. Alors, l'oncologie chez l'enfant, c'est 500 décès par an. Je ne suis pas le seul. Alors, quand on me parle, on me dit c'est beaucoup. Et il n'y a pas que les enfants. On perd un proche, on perd. Il n'y a pas de. Ce que je dis aux gens, parce que vous savez, après, ça crée une relation un peu étrange avec les autres, parce que les gens ont la pudeur de se plaindre de leur vie. On a du mal à se dire que je me suis fait mal à la cheville parce que moi, j'ai perdu mon fils. Mais en fait, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il n'y a pas d'échelle dans la souffrance. En fait. Quand ça fait mal, ça fait mal. Il n'y a pas de... Parce que moi, les gens considèrent que c'est un drame ultime. Je ne dois pas être en mesure d'entendre les autres qui souffrent. Souvent, je donne, en plaisantant avec des amis, je leur donne l'exemple, je leur dis, si vous prenez Mike Tyson, vous lui mettez un gros coup de poing, et vous prenez un petit monsieur lambda et vous lui mettez une gifle, sur le papier, le coup de poing sur le papier, le coup de poing fait plus mal. Mais pourtant, Mike Tyson va avoir beaucoup moins mal que le petit jeune homme qui va prendre une gifle. La douleur, c'est la douleur, et il n'y a pas d'échelle, il n'y a pas une douleur qui est plus ou une douleur qui est moins. Il y a une douleur qu'on reçoit à un moment et qu'on est capable ou pas capable, ou du mieux qu'on peut absorber. Nous, ça nous a peiné, ça me peine encore. Enfin, je pense que ça doit se sentir à l'émotion, parce que c'est mon garçon. Mais en fait, ça vous a aussi construit dans cette direction, parce que comme on évoquait en off, vous avez fait une promesse, quelque part. Mais en fait, moi, je considère que les choses qui arrivent dans la vie, moi, j'ai un tempérament à les affronter. Et du coup, je trouve que des fois, il nous arrive des drames. Alors, loin de moi l'idée du sujet de mon fils. Il n'y a aucun avantage ou intérêt à tirer du drame que nous avons vécu avec sa maman et sa sœur. Mais des fois, je me dis, il y a des chemins qui sont tracés. Et pour l'anecdote, si je peux revenir sur le début du projet de cette élection municipale, en fait, moi, je n'ai pas vocation à faire de la politique. Moi, j'ai vocation à m'occuper des gens. Et je suis sénois. Dans mon quotidien, en fait, je constate qu'il y a des choses... vous savez, comme je vous ai dit, dans mon travail, j'aime bien que les choses s'emboîtent. 1 + 1, ça fait 2. Les choses elles doivent s'assembler. Et je vois dans mon quotidien des difficultés qui me concernent moi. Notamment, à l'époque, c'était le périscolaire avec mon fils et ma fille. Et je me dis, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette difficulté, alors que ce serait simple de faire autrement. Donc, en l'occurrence, la difficulté en question, c'était le temps du périscolaire. Moi, je finissais à Saint-Mandrier à 16h23, parce que pour partir de Saint-Mandrier, les horaires sont décalés. Je finissais à 16h23, j'arrivais à 16h40 à l'école, à 16h30, le portail est fermé, mes enfants allaient à la garderie, et on me disait, il faut revenir à 18h. Et moi, je leur dis, mais en fait, moi, mes enfants, je m'en occupe. J'ai la douche, j'ai le repas, j'ai les devoirs, et c'est sympa si on arrive à avoir un peu de temps ensemble et à profiter de se voir. Et vous me faites perdre 1h20 parce que j'arrive 10 minutes en retard. Là, on me dit, oui, mais en fait, monsieur, c'est Vigipirate écarlate. Et non, Vigipirate écarlate, c'est 2015, c'est les attentats. Là, on est en Vigipirate rouge, c'est plus écarlate. Donc, votre discours, il tient pas. Maintenant, je comprends et j'entends que vous ayez gagné un ETP, donc un emploi. La personne qui était à l'accueil avec sa tablette pour faire les entrées-sorties, elle y est plus, elle est dans la cour. Donc vous avez gagné un emploi,
vous avez gagné un ETP, emploi à temps plein, mais pour autant, moi, je paye la même chose. Et vous me mettez une contrainte. En soi, moi, je suis même pas dans l'analyse de votre budget. Mais sauf que moi, c'est contraignant. Parce que moi, le soir, après, je cours. Donc, je demande un rendez-vous à la mairie pour essayer de voir si c'est possible de bouger à minima. Alors, je dis pas, j'arrive à 16h40, Monsieur Daillot arrive à 16h40, il faut qu'il récupère ses enfants. Je dis pas ça. Je dis, mais peut-être on peut faire du 17h, 17h30, 18h, au lieu de 18h d'un bloc. Je vais à la mairie, et là, on me reçoit avec, de façon imagée, une petite tape sur l'épaule, et on me dit, circuler, il n'y a rien à voir. Donc, moi, je ne me satisfais pas de cette réponse. Et je me dis, je vais essayer de créer un groupe sur les réseaux sociaux pour réunir d'autres parents, parce que, en fait, ma contrainte, c'est la contrainte de tous les parents, puisque c'est quelque chose qui s'applique à toute la ville. Et si j'arrive à réunir 15-20 familles avec moi, on va retourner. Et si Frédéric Daillot, tout seul, il n'existe pas, peut-être qu'avec 20 personnes avec moi, on va exister un petit peu plus. Au final, j'ai créé le groupe Facebook Mieux vivre à la Seine-sur-Mer. Aujourd'hui, on est 3400 membres. Alors, ça a commencé à avoir un petit peu plus de poids et on a commencé à pouvoir avoir des rendez-vous. Alors, au début, 1000 membres, 1500 membres. Là, j'étais reçu par la mairie. On m'a dit, Monsieur Daillot, vous venez quand vous voulez chercher vos enfants. Mais non, en fait, c'est pas Monsieur Daillot, c'est tout le monde. Moi, je le fais pas pour moi parce que maintenant on discute et que vous voulez bien m'écouter, que j'existe à peu près. Maintenant, vous allez me faire une fleur à moi, mais les autres, ils se débrouillent. Non, ça marche pas comme ça. Non, c'est tout le monde maintenant. Enfin, là, on fait pour un système, pour un mécanisme. Et du coup, à cette période, vous comprenez, pour faire prendre un petit peu le groupe Facebook, mon fils Théo me dit, mais papa, pourquoi tu passes autant de temps sur ton téléphone ? Parce que en fait, le groupe est né dans un fauteuil avec un téléphone. Et j'ai dit, écoute Théo, dans la vie, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on a le droit de le dire. On a la chance de vivre dans un pays où on a le droit de s'exprimer. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fonctionnement. Donc là, j'ai fait un groupe sur Facebook pour pouvoir dire que je ne suis pas d'accord et pouvoir essayer de faire bouger les lignes. Et mon fils me regarde en me disant, du haut de ses 10 ans, il me regarde et il me dit, mais alors, mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, de toute façon et tu ne vas pas faire maire. Hein. Et je dis, écoute, Théo, il n'y a rien d'impossible à personne. Si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire. Et moi, si j'ai envie de faire changer les lignes, je peux les faire. Je peux essayer de les faire changer. Et pourquoi je ne pourrais pas faire maire ? Qu'est-ce qui m'interdit ? Est-ce que c'est marqué quelque part que... J'ai dit, Théo, quand on veut, on peut. Et c'est l'éducation que j'essaye de donner à mes enfants. 1 an après, à peu près, je perds mon fils. Et je suis resté sur ce souvenir que dans les derniers échanges un peu forts et éducatifs que j'ai eu avec mon enfant, je suis resté sur cette ligne de quand on veut, on peut, et on a le droit de le faire. Et du coup, aujourd'hui, vous voyez, on me tend des mains, des candidats me tendent des mains, on m'interroge sur un premier tour, un deuxième tour, des partenariats. Mais en fait, je suis tellement éloigné de ça. Moi, je suis sur... je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées, factuellement, et des choses réalisables. Et moi, je dis, moi, je propose autre chose. Maintenant, les gens vont voter. Je dis pas que je suis meilleur, je dis pas que je suis mieux. Je dis que moi, je suis pas d'accord et qu'il y a d'autres solutions. C'est pas possible de laisser la ville mourir comme ça. Si vous pouviez résumer en une phrase votre moteur profond, ce serait quoi ? La sincérité. Le moteur des élections, ce serait la sincérité. Essayer d'être sincère avec les gens. Moi, vous savez, quand je rencontre les gens dans la rue, je leur dis, mon programme, ma profession de foi, ça va pas être la plus sexy, hein. Je vais pas vous mettre des paillettes et des cathédrales de lumière. Moi, je vais pas vous faire ça. Moi, je vais vous dire ce qu'on peut faire. Je vais vous dire, le point de départ, on est là. Notre situation, c'est celle-ci. On veut aller vers cette direction. Quels sont les chemins possibles ? Je suis pas seul à décider parce que je ne prétends pas être meilleur que vous. Je dis juste que j'ai une profonde volonté et une profonde sincérité. Et moi, je vous dis, on est là, on veut aller par là. Ensemble, on va construire un chemin, on va y aller. On va y aller doucement. Ça va pas briller, ça va pas être joli, mais ça va fonctionner. Si vous êtes élu demain, quelles seront vos 3 premières interventions que vous allez mettre en fonctionnement en urgence ? Si notre équipe devait être à la municipalité demain, en fait, moi, je considère que normal qu'on ne prenne pas soin de nos enfants sont l'avenir de demain. On doit s'occuper de nos enfants. Maintenant, je vais vous parler de nos enfants parce que moi, c'est la situation que je vis moi, parce que j'en ai. Mais on a nos anciens aussi. Vous voyez, quand moi, je vois la piscine fermée depuis des années, alors que c'est la plus belle piscine de la région. Moi, je pratique la piscine avec mes enfants. Je vais à Sanary, je vais à Toulon.
on n'a pas une plus belle piscine autour de chez nous que celle de la Seine-sur-Mer. Et elle est fermée depuis 4 ans, elle est à l'abandon. Et moi, je vous parle de la piscine pour mes enfants, mais je pourrais vous parler de la piscine pour les personnes un peu plus âgées. Dans un parcours de soins, en fait, le kiné leur préconise la reprise d'activité sportive. L'activité sportive non traumatisante, c'est l'activité aquatique. Il y a plein de personnes âgées, en fait, qui avaient du temps social et qui avaient du soin en allant à la piscine. Moi, la piscine, on va la réouvrir. C'est une certitude. Je m'engage à réouvrir la piscine. Donc, on va s'occuper de nos enfants, on va s'occuper de notre piscine, et on va harmoniser les dépenses. Parce que on ne peut pas dire... Vous voyez, cet été, dans la fille de ma classe, mais je vous parle de la fille de ma classe, ça peut être la fille de la classe de vos enfants. Il faisait 33, 34 degrés dans la classe de ma fille. J'appelle un adjoint au maire que je connais, et je lui dis, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ? Et il me dit, on a 15 ventilateurs pour les écoles. Et moi, je dis à quel moment, en fait, vous avez 15 ventilateurs pour les écoles et on dépense 750 000 € pour célébrer Napoléon. Qu'est-ce que je vais faire à la Seine-sur-Mer ? Je vais arrêter de célébrer Napoléon à 750 000. Si les gens veulent célébrer Napoléon, on va mettre une estrade dans un parc et on va faire venir des musiciens locaux, on va faire venir des food trucks locaux et on va faire la fête tous ensemble, façon bal, façon populaire. Mais on ne va pas dépenser 750 000 €. C'est de la folie de dépenser 750 000 € pour une célébration où notre ancienne maire, et je veux pas être virulent envers elle, mais défile habillée en Napoléon, on fait un son et lumière et plus d'1 demi-million. Et on n'a pas de système de refroidissement dans nos écoles. La piscine, on la répare pas. On a dépensé sur 2 soirées Napoléon, je vous parle de Napoléon, mais 1,2 million. Et la piscine, il y avait 1,6 million de travaux. On ne l'a pas fait pendant 4 ans parce qu'on n'avait pas de sous. Mais on a réussi à le faire en 2 soirées. C'est inadmissible. Moi, j'ai sollicité en fait les services municipaux. Je leur ai dit, en fait, au-delà de votre pensée, parce qu'il y a des gens pro-piscine, contre-piscine, écologie, pas écologie. Ok. Mais au-delà de ça, en fait, il y a un plan national de lutte contre la noyade. On demande aux municipalités de mettre à disposition de l'éducation nationale des infrastructures permettant l'apprentissage de la natation. Donc... comme je ne trouve pas de réponse pour la piscine, je les sollicite sur cet axe en disant « mais c'est une obligation en fait ». Donc vous pouvez très bien prendre un car et amener nos enfants à la commune d'à côté et vous remplissez vos obligations. Vous pouvez faire ce que vous voulez en fait, mais il faut proposer quelque chose. Et là, on nous propose le bassin flottant aux Sablettes. Et le bassin flottant aux Sablettes, j'en parle, mais moi, quand on me dit bassin flottant aux Sablettes, tant de l'éducation nationale, l'apprentissage de la natation sur le temps scolaire, et qu'il est ouvert du 15 juin au 15 septembre, je dis on nous prend pour des cons. Parce que 15 juin, 15 septembre, en fait, je suis désolé, il n'y a pas école. Et il n'y a pas besoin d'être plus doué que les autres pour s'en rendre compte. Et on a fait, je crois que c'était vers le mois d'avril, ils ont fait l'inauguration du bassin flottant. Si vous retrouvez les articles de Var Matin, en fait, vous avez toutes les autorités avec un manteau au bord de la plage et nos enfants en slip dans l'eau. Je veux pas faire le donneur de leçons, mais à un moment, ça choque personne. Des chemises, des cols blancs, des manteaux, des écharpes et nos enfants en slip. Ça choque personne. Moi, c'est tout ça que je veux changer. Donc, dans les axes, en fait, je veux juste remettre les choses à leur place. Être élu, c'est pas un couronnement. Être élu, c'est un sacrifice. Moi, quand on me parle de la piétonisation du centre-ville, on me dit, vous en pensez quoi de la piétonisation du centre-ville ? Mais je ne suis absolument pas légitime pour vous dire ce que j'en pense, la piétonisation du centre-ville. Moi, la piétonisation, j'aime bien parce que j'ai mes enfants et je marche à pied. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas une bonne chose ? C'est pas à moi de vous le dire. En fait, la municipalité, elle devrait aller voir tous les commerçants pour dire bonjour, merci d'exister, merci d'être là, merci de faire vivre notre ville, de quoi vous avez besoin ? Et là, si les commerçants disent on a besoin de piétoniser, on piétonise. Si les commerçants disent on n'a pas besoin de piétoniser, on piétonise pas. En fait, on doit être au service des autres. Ça n'est absolument pas le cas. Et c'est pour ça que je suis porté et motivé par ces élections. Parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Alors là, moi, je vous parle au niveau local, mais on pourrait aller au niveau national, au niveau de ce que vous voulez. Les gens ne vont plus voter. Moi j'entends Nous, on présente une liste sans étiquette, mais parce que je considère que ce qui est bien à gauche, on va le prendre. Ce qui est bien à droite, on va le prendre. En fait, on va prendre que ce qui est bien. C'est se cloisonner à se dire tout ce qui est à gauche, c'est nul. Parce que, soi-disant, on serait de droite, alors ce qui est à gauche, c'est nul. Mais non, à gauche, il y a des bonnes choses. Et inversement, des gens de gauche qui diraient tout ce qui est à droite, c'est nul. Mais non. En fait, on est rentré dans une sorte de politique, ça ne fonctionne plus. Et du coup, nous, pour notre ville, on veut juste que ça fonctionne. Moi, j'ai besoin que ça fonctionne, j'ai besoin que mes enfants grandissent en sécurité, j'ai besoin que mes voisins se sentent bien, j'ai besoin que nos routes soient en bon état, j'ai besoin que nos services fonctionnent, j'ai besoin que les fonctionnaires travaillent dans un cadre agréable, qu'ils aient des possibilités de reconversion, d'évolution.
J'ai besoin que ça fonctionne. Et c'est pas en défilant dans des costumes et en dépensant des demi-millions d'euros sur une soirée qu'on est au service des autres. Moi, je veux qu'on soit au service des autres. Je veux modestement aller voir les gens pour leur dire de quoi vous avez besoin. Moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. Donc, dites-moi de quoi vous avez besoin. Mais par contre, je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas faire une pluie de paillettes. Je vais vous dire quelle est la situation, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas le faire. Parce que je peux pas inventer l'argent. Je ne peux pas inventer les relations. On me dit souvent, oui, mais monsieur Daillot, en fait, vous êtes sans étiquette, donc vous n'avez pas de poids. Et comment ça, j'ai pas de poids ? Bah oui, vous n'avez pas de poids au niveau de la métropole, au niveau du... Ah oui, je suis sans étiquette, j'ai pas de poids. Mais historiquement, si vous prenez un peu ce qui se passe, quand on n'est pas de la bonne étiquette, c'est pas qu'on n'a pas de poids, c'est qu'on nous coule. Moi, j'ai peut-être pas d'amis, mais j'ai pas d'ennemis. Donc oui, effectivement, j'ai pas de poids, mais je peux travailler avec tout le monde, en fait. Le sans étiquette permet de concilier toutes les tendances et permet de travailler avec tout le monde. Le fait de ne pas avoir d'étiquette est certainement plus fort que certaines étiquettes. Parce que suivant l'étiquette qu'il pourrait y avoir, si elle est en opposition avec la métropole, là, c'est pas de poids, c'est on est coulé. Donc moi, je vous dis, moi, j'ai pas d'étiquette, je n'ai pas d'amis, mais je peux travailler avec tout le monde. Alors, si on croise Frédéric dans la rue, qu'est-ce que vous préférez qu'on dise ? Monsieur le pompier, monsieur le candidat, ou alors Frédéric ? Frédéric ? Non, Frédéric, moi, c'est ce que je dis, en fait. J'essaye d'ancrer ça dans les valeurs que je répands autour de moi. Moi, je ne suis rien. Là, aujourd'hui, on parle de Frédéric, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Frédéric. Moi, c'est l'histoire qui a porté ce chemin. C'est pas un chemin que j'ai construit. Je suis pas en train d'assembler des Legos pour essayer de me construire un trône. Moi, je vous ai raconté d'où ça part. C'est que je suis pas d'accord d'attendre 1h20 pour récupérer mes enfants à la crèche, à la garderie. Ça part de là. Et après, par sincérité, parce qu'il y a des évidences, et je me dis, mais c'est flagrant, enfin, un demi-million pour une fête, les enfants en slip et les autorités en manteau. Il y a tellement d'évidences. Là, ça fait... Cette année, je crois que l'approche des élections amène un vent favorable, mais ça fait des années que je dis pourquoi on fait le marché de Noël au parc de la Navale. Pourquoi vous faites un marché de Noël entre 4 grillages alors que vous aviez piétonnisé les rues ? Pourquoi vous ne faites pas le marché de Noël cours Louis Blanc et au milieu des chalets, quand les gens vont prendre un vin chaud, s'il y a un rayon de soleil qui n'était pas prévu, ils achètent une paire de lunettes aux commerçants ? Pourquoi vous ne faites pas ça ? J'ai pas prétention à monsieur Daillot, monsieur Frédéric. Moi, je suis rien. Mais juste à un moment, il y a des évidences et il faut arrêter. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Il faut que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut être conscient qu'on n'est pas à Cannes. Donc, dans les anciens chantiers, on ne va pas faire une cathédrale de lumière. Vous voyez, cathédrale de lumière, les anciens chantiers. On va restaurer, on va valoriser la mémoire de notre patrimoine, on va valoriser les ateliers. On va construire autour de cette histoire. Mais une cathédrale de lumière, on n'est pas à Cannes, on est à la Seine-sur-Mer, en fait. Donc, à la Seine-sur-Mer, on va mettre des gens qui vont se sentir bien, des gens qui vont être contents d'être ici, des gens qui vont travailler, et on va construire ensemble petit à petit. Il y a trop d'évidence, il y a trop de choses comme ça. Moi, 750 000 une soirée Napoléon, moi je vais mettre 200 000 sur une année, et puis on va faire des animations au centre-ville. Si on veut mettre le coup de poing au centre-ville, on va le mettre le coup de poing. Mais à 200 000 euros, à 10 fois 20 000, donc 10 mois à 20 000 euros d'animation, il va y avoir du monde au centre-ville. Maintenant, vous faites une soirée où on se déguise et on mange des petits fours. C'est pas possible, en fait. Et moi, je paye des impôts, et je suis papa, et je suis sénois, et je suis pas d'accord. Votre dernière phrase pour convaincre tout le monde ? J'ai pas une phrase pour convaincre les gens de venir à moi. Moi, je vais vous dire que je porte un projet avec sincérité. Que les gens qui me disent oui, mais on le connaît pas, c'est qui celui-là ? Et parce que moi, je suis pas porté par un sac à dos plein d'histoires et de constructions politiques. Les gens ont tendance à se dire que mais est-ce qu'il est vraiment capable ? Moi, je vous dis, écoutez, là, si vous voulez savoir si je suis capable, vous êtes en train de m'écouter. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Abonnez-vous pour être informé.